Alors, je m'appelle Bayzangour Shamsoudinov, j'ai 21 ans, je suis combattant professionnel et j'ai 6 victoires et 0 défaite. Moi, je suis né à la base en Tchétchénie, en pleine période de guerre et je suis parti quand j'avais 7 mois pour habiter en Europe du coup. Je suis arrivé en Europe, j'habitais en Allemagne au début pendant 3 ans et après ça, je suis arrivé en France, à Strasbourg, où j'ai passé le reste de ma vie. J'ai fait ma scolarité là-bas. Au début, c'était difficile, mais on s'est vite fait, on a appris la langue. Et du coup, j'ai commencé le sport par le judo. Et petit à petit, j'ai lâché le judo, je me suis mis au MMA et on en est là où on est aujourd'hui. Raconte-moi un petit peu, qu'est-ce que tu sais de ce qui s'est passé en Tchétchénie avec tes parents. Toi, évidemment, tu n'as aucun souvenir de ça puisque tu étais nouveau-né presque. Alors moi, vu que je venais de naître et que le pays il était en pleine guerre, c'est compliqué d'avoir un enfant et de vivre en guerre. Du coup, mes parents, ils ont fait le sacrifice de tout laisser là-bas et de partir. Et du coup, aujourd'hui, je leur revaut ça. Je sens que je leur dois ça. Ils ont tout lâché pour leurs enfants. Et aujourd'hui, avec le MMA, j'essaie de leur rendre ça. Et ouais, ça motive, il y a de la détermination parce qu'on sent qu'on vient de loin, qu'on vient de quelque part qui est difficile. Donc voilà. C'est ton papa qui t'a poussé au judo. Et est-ce qu'il a un passé dans les sports de combat ou est-ce qu'il a choisi ça par hasard? Alors, mon père, il n'a pas de passé sportif dans les sports de combat, malgré qu'il se battait beaucoup dehors et tout. Mais, et c'était aussi un militaire. Donc, dans tous les cas, j'allais faire un sport de combat. C'est juste qu'on ne savait pas si on allait faire de la boxe, du judo ou de la lutte ou autre. Mais sachant que quand tu es petit, normalement, je crois qu'en France, ils te donnent des petits tickets et tout pour te proposer, tu sais, de faire ce sport, ce sport. C'était à l'école qu'on nous donnait ça. Et du coup, on nous avait donné une petite feuille pour du judo. Et je m'étais inscrit au judo. Et donc voilà. Nassour Dinimavov, nous disait que dans la culture de sa région russe d'enfance, le Daghestan, c'est combat ou combat, il n'y a pas le choix en fait. C'est un peu pareil la Tchétchénie? Bien sûr, c'est exactement pareil. Le Daghestan, la Tchétchénie, c'est juste à côté. C'est vraiment le combat où. C'est ça, le combat ou le combat, quoi. Il n'y a pas le choix. Tous les hommes en Tchétchénie, ils sont capables de se battre, de se défendre. Donc c'est ça, quoi. Ça, tu as vu la différence avec la France, j'imagine. C'est pas tout à fait cette mentalité. C'est vrai. En fait, quand je suis arrivé, c'était surtout mes grands frères qui ont vu cette différence-là, parce que moi, j'étais encore tout petit. Mais mes grands frères, quand ils sont arrivés en France, ils se battaient énormément ici. Parce que ici, justement, les gens, tu sais, ils n'ont pas les conséquences de ce qu'ils disent. Et du coup, ça leur arrivait de dire des insultes comme ça. Et mes frères, ils se battaient pour des petits trucs, tu vois. Comment ça se fait que tu es arrivé vers le MMA? Qui c'est qui t'a parlé de ça? Parce que judo, tu as atteint un niveau sympa. Ton papa m'a dit que tu avais gagné des trophées. Alors ouais, j'ai gagné pas mal de compétitions en judo. Mais bon, j'étais encore jeune, donc c'était pas vraiment les grosses compétitions professionnelles et tout. C'était des petites compétitions de jeunes, quoi. Mais en fait, moi, vers 12-13 ans, je connaissais déjà le MMA. C'était mes grands frères qui me montraient ça et tout, à la télé, sur YouTube. On regardait l'UFC et tout. Et moi, en fait, ce que j'ai toujours voulu faire, c'était de combattre librement. Même quand j'ai commencé le judo à la base, c'était pour pouvoir être libre plus tard quand il faut se battre, etc. Que ce soit même en bagarre dehors ou bah, du coup maintenant le MMA. Et donc le MMA, ça a été une révélation parce qu'au final, je me bats comme je veux, je suis libre. Et en plus, je suis payé pour ça et les gens applaudissent pour ça, donc c'est top. Tu peux me raconter un peu, c'est fou, parce que quand tu es à Strasbourg, tu décides de faire du MMA, il n'y a pas de salle là. Quand j'ai commencé le MMA pour de vrai, j'ai commencé dans le club de Offenburg en Allemagne. Le club, il s'appelle le Mirkos Fight Gym. Et donc, je faisais 60 km aller et 60 km retour. Donc, en tout, ça fait 120. Et ça, 3 fois par semaine, juste pour pouvoir s'entraîner et progresser. Et après avoir fait 3 combats, j'ai dû changer de club parce que ce club-là, ils ont arrêté les cours pro. Et ben, ça n'a pas arrangé les choses parce qu'au final, mon autre club, il était dans l'autre côté, mais en France, du coup à Sarrebourg, du côté de la Lorraine, chez la Old Dog Team avec le coach Eddy. Et du coup, bah, là-bas, c'était pareil, 60 km aller, 60 km retour. Donc voilà. C'est ton père qui
qui s'est coltiné tous ces déplacements avec toi? Ouais, c'est mon père, il me soutient depuis le début. S'il n'y avait pas mon père, j'en serais pas là aujourd'hui. Vous avez un rapport qui est ultra proche. Ouais, on est ultra proches, moi et mon père. Mon père, c'est un des seuls qui me dit vraiment que je suis pas bon, qu'il y a vraiment des choses à améliorer. Tu sais, parfois, quand je gagne un combat, tout le monde me dit félicitations, tout le monde me dit ça. Et mon père, c'est le seul qui peut me dire… tu sais, quand je lui parle, j'ai l'impression que j'ai perdu le combat alors que je l'ai gagné en réalité. Donc, ouais, franchement, mon père et moi, on est très, très proches. Fernand Lopez nous disait qu'il n'avait jamais vu ça, un père aussi proche, avec tout ce qu'il y avait de positif, mais également de tout ce qui peut être dangereux à n'écouter finalement plus ton père, potentiellement, que tes entraîneurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête ou est-ce que tu sais faire la part des choses? Alors, bien sûr, je sais que mon père, tout ce qu'il veut, c'est mon bien. Mon père, ça reste mon père. Donc, je l'écoute énormément, surtout sur les choix de la vie, tu vois. Aujourd'hui, quand il me dit il sent un mauvais pressentiment dans ce chemin-là, il préférerait celui-là, j'écoute mon père. Après, bien sûr, sur les conseils de MMA, je vais plutôt écouter mes coachs, etc., puisque c'est des gens qui sont qualifiés, qui font ce métier depuis des années. Mais malgré tout, mon père, même quand il s'agit de MMA, il me donne d'excellents conseils. Tu sais, il te donne des conseils qui sont différents des conseils de coach. Tu vois, le coach, il va te dire frappe comme ça, frappe comme ça. Mon père, il va plutôt me dire frappe courageusement, n'aie pas peur. Tu vois, des choses qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Pour les gens qui ne connaissent pas le MMA et qui te regardent, tu as 21 ans. 21 ans, carrière pro, c'est très très jeune quand même. Ça, tu le réalises toi-même? Ouais, bien sûr, je le réalise que je suis très jeune. Je réalise que j'affronte des gens qui sont expérimentés et qui font ça depuis limites certains depuis des dizaines d'années. Mais moi, ça me fait pas peur, j'aime bien. Je sens que même si je suis jeune, en termes d'efforts fournis, je suis pas du tout jeune. Intéressant. Comment s'est passée ton arrivée ici au MMA Factory? Raconte-moi un petit peu cette histoire-là. Alors, j'ai fait 2 ans, voire 3 ans d'entraînement à Sarrebourg avec Eddie. Eddie, il a extrêmement bien perfectionné mon jeu. Il a fait de moi un combattant qui est beaucoup plus complet, que ce soit au sol, debout. Franchement, Eddie, super coach. Et du coup, vu qu'en Alsace, dans le Grand Est, il manque un peu de combattants professionnels, surtout de ma catégorie, etc., j'ai dû faire le déplacement à Paris. Donc au début, j'étais juste venu voir, tourner un peu avec les mecs que tu vois sur les réseaux sociaux, les grosses têtes. Et je me suis senti super bien ici. D'abord, j'étais allé à la Hatch Academy. J'avais fait 2 semaines avec mes frères Ramzan, Saladin, etc. On s'était bien entraînés. Et après, je suis venu au MMA Factory et le MMA Factory, magnifique. Le club, il est magnifique. Le coach, il est excellent. J'ai des sparring partners autant que je veux, de toutes les catégories. Donc franchement, ici, je manque de rien et je suis dans un bon environnement pour progresser. Comment tu vois Fernand, comme entraîneur, comme homme? Alors aujourd'hui, Fernand, je le vois comme le meilleur coach qui peut m'apporter aujourd'hui. En tout cas, par exemple, je pourrais dire ouais, il y a un coach, il est extrêmement bon aux États-Unis et tout, mais pour moi, il ne serait pas le meilleur parce qu'au final, moi, je parle français. Donc aujourd'hui, pour moi, le meilleur coach qui pourrait me conseiller, tu vois, ce serait Fernand Lopez. Donc franchement, un excellent coach. Avec moi, il n'y a aucun souci, on travaille bien. Il s'occupe de tout ce qu'il faut. Donc franchement, très 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 bon gars, Fernand Lopez. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te définirais sur ton profil de combattant? Et qu'est-ce que tu aimes produire? Quelle image tu aimes donner? Alors moi, j'aime bien donner l'image du combattant qui lâche pas, qui s'entraîne dur, qui est courageux, qui est déterminé, qui a un objectif en tête et qui fait tout pour le réaliser. C'est ça ma personne, c'est comme ça que je suis et c'est ça que je montre dans la cage et partout. Si aujourd'hui, bon, tu seras évidemment unique en ton genre, c'est toi, Baki c'est Baki. Si on regarde les combattants de l'UFC, est-ce qu'il y en a un, quand tu regardes, tu dis « je pense que je serais quelqu'un de ce style-là » ? Alors, il n'y a pas de personne précise où je me dis ça va être exactement comme lui, mais j'ai ce genre de raisonnement quand je vois des combattants et je me dis par exemple sur ces phases de lutte, ouais, moi je pourrais être plutôt un lutteur de ce style-là,
Sur le sol, je pourrais être plutôt un grappleur de ce style-là, sur le striking, etc. Donc, sur des thèmes précis, ouais, ça peut m'arriver, mais il n'y a pas un combattant que je vois et je me dis ça va être lui. Je ne veux pas être comme lui. Qu'est-ce que tu prendrais dans les domaines phares, tu sais, les domaines phares du MMA? Striking, le sol, qu'est-ce que tu prendrais à qui en gros? Alors moi, sur le sol, j'aime bien être dessus, avoir un style où je peux frapper et en même temps avoir des menaces de soumission. Donc les gros sols qui sont étouffants comme ceux de Khabib, Khamzat Chimaev, tout ça, c'est des styles que j'apprécie au sol et aussi en lutte. Après, moi, je suis aussi judoka de base, donc j'ai des petits moyens de faire comme eux, mais un peu différemment, consommer moins d'efforts pour faire tomber et avoir le même résultat. Et sur le striking, j'ai un bon coup d'œil. En fait, j'ai un peu un double jeu en striking où je peux reculer, jouer de mon coup d'œil, etc. C'est surtout un style que j'utilise contre des gens qui aiment qui aiment la bagarre, etc. Et pour les gens qui reculent, qui aiment combattre intelligemment, j'ai un autre style où je rentre dedans. Donc, par exemple, un peu comme Mike Tyson ou des combattants comme ça. Et donc voilà. T'avais quel âge quand tu as fait ton premier combat pro? Alors, j'ai eu 18 ans le jour de mon premier combat pro. Donc ton anniversaire, on t'a dit tu vas te battre le jour de ton anniversaire. C'est ça. Le jour de ta majorité, tu as eu un combat professionnel MMA. Exactement. Bon, t'as gagné. Ouais, j'ai gagné par TKO à la fin du premier round. Ensuite, tu peux me raconter tes combats suivants, en gros, sans rentrer dans l'archi-détail? Bien sûr. Donc, un mois et demi après mon premier combat, j'ai fait mon deuxième combat, que j'ai gagné par soumission au deuxième round. Un mois et demi encore après, j'ai fait mon troisième combat, que j'ai gagné par décision unanime. Un mois et demi après, j'ai fait mon quatrième combat, que j'ai aussi gagné par décision unanime. Mais normalement, on attend un peu plus longtemps pour se rebattre, non? Souvent, ouais, mais là, j'étais en début de carrière. Sachant que moi j'étais prêt à combattre en pro depuis que j'avais 16 ans et demi, voire 17 ans. Quand j'avais 18 ans, j'avais pas trop de temps à perdre. Je me suis dit, allez, on va tracer un peu au début et après, au pire, on prendra notre temps. Mais il n'y a pas beaucoup de combattants qui peuvent commencer à 16 ans. En C'est tout quelque cas, chose de normal pour toi? en fait, normalement, on n'a pas le droit de combattre avant 18 ans en pro. Après, parfois, il y a des exceptions, je pense surtout dans les autres pays du monde, mais en tout cas dans l'organisation dans laquelle on voulait me faire combattre, où tu commences à 0-0, fallait 18 ans. Même pour regarder, il fallait montrer sa carte d'identité et avoir 18 ans. Donc. Finalement, tu es arrivé à l'ARES, combien de combats tu avais? Alors j'avais déjà 5 combats et du coup j'ai gagné mon 6e combat à l'ARES. Et donc ARES, tu as finalement pas eu de problème d'adaptation dans une ligue un peu plus importante? Ça s'est super bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé. Moi, je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Je sens que je suis vraiment fait pour l'arène, pour combattre. Franchement, je suis fait pour ça, donc il n'y a pas eu de problème. Je me suis senti bien dans la cage. Et donc, voilà. Souvent, je parle avec des combattants qui me parlent du stress, tu sais, dans le vestiaire avant de... pas dans le tunnel, où là, ça se libère, mais avant, une espèce de stress. Comment ça se passe pour toi, ces moments-là? Alors, il y a des phases de doute, un peu pour tout le monde, c'est normal. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on a fait un camp d'entraînement, on est prêt pour ça, on a accepté. Le mec moi qui a accepté, c'était pas non plus un débile. Il sait pourquoi j'ai accepté, je sais que je vais le battre. Donc, il y a un peu de doute, mais plus le moment du combat approche, plus ça se dissipe et plus on est prêt à se battre. T'es comment dans la vie? Parce que là, t'as l'air sérieux, tu vois. T'es comment dans la vie, dans l'entraînement, au niveau des rapports sociaux, des rapports humains? Comment tu te décrirais? Moi, je suis quelqu'un de sympa, je rigole. Après, souvent, c'est avec les gens que je connais que je suis sympa et que je rigole. Après, dans la vie de tous les jours, je suis sérieux, bien sûr. Il faut être sérieux dans la vie. Donc, après, c'est aussi chez nous, les Tchétchènes, on n'est pas trop dans la mentalité d'être un clown ou quelqu'un qui fait trop de blagues. Donc voilà, je suis quelqu'un de normal, on va dire. Et comment tu te décrirais quand tu rentres dans l'octogone qui est derrière toi, un soir de combat? Alors là c'est plus moi. Là, c'est Baki, là, il faut se battre. Donc là, il n'y a plus de gentillesse, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus rien. Là, il faut juste se battre. Et là, ouais, tout le monde est différent une fois dans la cage. Tu sais. Moi, je suis là, je prends du plaisir. Je prends du plaisir à frapper, c'est quand même bizarre comme sensation.
Normalement, c'est le genre de truc qui t'envoie en prison. Mais là, dans la cage, on te dit, faut que tu fasses des dégâts et que t'aimes ça. Et ben, moi, j'aime ça. Paddy Pimblett disait qu'il adorait en recevoir aussi pour faire monter l'adrénaline. Est-ce que c'est ton cas ou pas du tout? Alors, en recevoir me dérange pas. Après, je suis pas je suis pas fan de recevoir des coups. Mais ça me dérange pas de prendre des coups. Ouais. Aujourd'hui, tu es en 6-0, invaincu. Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'important, ce zéro, ou est-ce que tu sais déjà qu'un jour tu vas perdre et que tu es libre par rapport à ça? Ou est-ce que tu aimerais bien le garder le plus longtemps possible? Alors, j'aimerais le garder le plus longtemps possible, mais je suis pas à l'abri d'une défaite. Je suis un humain. J'ai un menton, donc il suffit d'un coup et tu peux tomber bêtement. Donc je suis pas inquiet de perdre. Si je dois perdre, je vais perdre, il n'y a pas de souci. Mais si je peux garder le zéro, je le garde. Arès, ton adversaire, qu'est-ce que tu peux me dire de Bobby Palette? Alors Bobby Palette, il a aussi 6-0, il est invaincu. Donc ça va être une belle soirée. J'espère qu'il se prépare bien parce que moi je me prépare aussi très bien. Donc franchement, je pense que c'est un bon adversaire, un bon test. Il a pas mal d'expérience, il a combattu au Bellator ou au Cage Warrior aussi, il me semble. Donc ça va être très intéressant. Beaucoup peuvent craindre certains clichés. Tu viens de Russie, peut-être encore un combattant qui va nous livrer des combats chiants, rester au sol. Alors certains adorent, hein, et on adore, mais certains vont être un peu plus exigeants, attendre des KO, du spectacle. Qu'est-ce que tu peux répondre à toutes ces personnes-là concernant ton profil? Alors moi, mon profil, une fois que je rentre dans la cage, je suis plus là pour le public. Là, je suis là pour moi. Je combats pour, comme je t'ai dit avant, il y a ma famille, il y a énormément de personnes qui comptent sur moi. Donc si je dois faire un combat et que les gens ils aiment pas, si c'est ça que je dois faire pour gagner, je le ferai. Après, bien sûr, parfois, moi, faut savoir que j'ai un bon striking. Donc si je vois que je suis meilleur que mon adversaire debout, je vais rester debout et ça fait de très beaux combats comme mon dernier combat où on a eu pas mal de phases de striking. Est-ce que, en toute honnêteté, entre nous, tu as déjà pensé, ou est-ce que tu vois devant toi un jour une ceinture de l'UFC, toi en train de mettre la ceinture, ton père qui te regarde, Bien sûr, ému? bien sûr, bien sûr. J'y pense tous les jours. Tous les jours, il y a cette image qui me vient en tête. Je reviens, je donne la ceinture à mon père, je lui dis voilà, tiens, je le ramène à la maison. Bien sûr que je vois tout ça. Et Inch'Allah, ça va arriver.